Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Packer. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview de la semaine 9 de NFL. On est à la mi-saison, ça y est. Et pour ce faire, je suis accompagné par PA. Salut PA, comment tu vas ? Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien, on est rendu à la moitié de la saison. On sort d'un live sur le top 32 des receveurs. On n'est toujours pas d'accord sur nos top 11, donc voilà, on est bien. Puis on attaque la semaine 9 en espérant voir nos top 11 performer. C'est ça, sachant que nous, à l'intérieur dans nos discussions privées, on s'est un peu changé notre top 11 suite aux différents commentaires. Et très à Minaburz un cran plus haut, ce qui m'a fait rire par rapport à toutes les discussions qu'on a eues. Mais voilà, c'était un bon moment. Je vous invite à aller le revoir. Du coup, c'est sur YouTube. C'est la dernière vidéo qu'on a postée avant celle-là. Et puis voilà. Je crois que la rediffusion, elle est encore dispo sur Twitch pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi si ça vous dit. C'était vraiment un bon moment avec plein de commentaires. Ça fait plaisir. Plein de scandale sur le fait qu'un certain receveur est tombé tout au long de la soirée. Donc voilà, c'était un très bon moment à 6. Je vous invite à aller le voir, à aller regarder ça. Et on se retrouvera bientôt pour faire le top 11 des running backs. Ensuite, on fera sûrement les tight ends. On fera de notre côté les O-line et après on se fera très probablement un live en fin de saison pour se drafter les meilleures équipes avec des budgets et ça peut être assez sympa. Donc voilà un peu pour le projet avec ces différents hard drop café. Mais abonnez-vous partout du coup pour rien rater, le front office, que ce soit sur Twitter, Insta, Twitch ou YouTube. Et rejoignez le Discord. Plein de discussions. On a pris votre top 11 aussi. On a demandé aux personnes du Discord de nous envoyer leur top 11 des receveurs. Et ça nous a fait aussi un classement qu'on a pu commenter au fur et à mesure de la soirée. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. PA, je te laisse commencer cette preview de la semaine 9 avec ton petit moment consulting. Tu sors tes classeurs, tu sors tes cartes de visite de cabinet McKinsey et c'est parti. C'est bon, je vais voir le président de la République française. Le moment consulting, du coup, rendu à la moitié de la saison, je trouvais ça intéressant de ressortir dans chaque conférence une surprise et une déception. Donc pour le coup, sur cette preview-là, on va parler que de l'AFC. Et puis, on va tenter la semaine prochaine à NFC. Et on se dit, si jamais il y avait un énorme blockbuster trade ou tout ce qu'on veut sur la trade deadline, ça prendra le pas dessus. Mais en tout cas, il y aura aussi une partie NFC. Donc pour cette semaine, plutôt l'AFC. Moi, concernant ma surprise, alors ça en est plus ou moins une. Je suis très surpris, en tout cas, du début de saison des Steelers. Par le bilan, à 6-2. Cela dit, c'était un petit peu un endroit où on les attendait, en tout cas un bilan sur lequel on pouvait s'attendre vu le début de calendrier. Mais les concernant, je vois surtout une belle augmentation, je dirais, en attaque. Alors, il y a eu le switch de quarterback qui a été discuté, critiqué, peu importe. Il s'avère que pour l'instant, en tout cas, c'est payant. Et sur les 3 derniers matchs, là où on disait que les Steelers remportaient leur match défensivement, ça met 32, 37 et 26 points. Alors, il y a eu aussi des points par la défense ou par les special teams, c'est vrai. Mais la défense, elle, reste toujours aussi forte parce que sur les 3 derniers matchs, pareil, 13 points, 15 points et 18 points. Donc, ça commence à réellement devenir une équipe dangereuse. Je vois pas. Alors, c'est vrai que le calendrier est un petit peu plus difficile sur la fin de saison. On l'avait déjà évoqué. Ils vont rencontrer 2 fois les Browns. Quand on voit dans quel état ils sont, voilà, ça peut quand même être un peu plus simple que ce qu'on avait prévu. Mais s'ils font les playoffs, comme d'habitude, ça sera pas une bonne équipe à prendre. Parce qu'offensivement, je trouve qu'ils montrent beaucoup plus de choses que sur les dernières années. Et sur le début de saison, la O-line était décimée par un nombre incalculable de blessures. Là, les blessés commencent à revenir de manière éparse, mais commencent à revenir un petit peu. Donc, s'ils commencent aussi à trouver une stabilité là-dessus sur la O-line, ouais, attention aux Steelers sur la fin de saison, même sur des matchs un petit peu plus compliqués. Et puis, ça fait les playoffs. Bon courage aux adversaires. Ouais, avec 2 défaites au milieu, mais t'as 3 victoires, 2 défaites, 3 victoires. Là, ils sont en bye week. Et après, ils ont leur enchaînement de la mort, du coup, parce que la deuxième partie de saison, on en a déjà beaucoup parlé, notamment lors de la pré-saison. Mais t'avais
t'avais 3 matchs, enfin t'avais un match qui était considéré simple entre guillemets, c'était les Commanders. On voit ce que ça donne les Commanders depuis le début de saison. Ensuite on se disait, il y a les 2 matchs contre les Browns, mais là avec Jameis ça a l'air de tourner un petit peu mieux. Mais voilà, hein, les matchs c'est Commanders, Ravens, Browns 2 fois, Bengals 2 fois, Eagles, Ravens une fois de plus, les Chiefs. Donc il n'y a pas un match facile là dans cette fin de saison. Mais c'est vrai que voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sur ce début de saison et c'est cool pour eux. Franchement, ça fonctionne bien. Ouais, puis comme on disait pendant l'intersaison, c'est une équipe qui arrive à gagner les matchs intra-division et pour le moment, ils se sont pas encore rencontrés. En tout cas, les Steelers n'ont pas rencontré leur équipe de division, leur adversaire de division. Donc à voir s'ils arrivent, comme on l'avait précisé, hein, s'ils arrivent à faire aller un 50%, un 3-3, bah, clairement, là, leur place en playoff, elle sera quasi assurée, quoi. Même de manière globale en AFC, s'ils finissent pas premier de division, je pense qu'avec ce bilan-là, ça suffira de leur côté. Donc, ouais, c'est bien, c'est intéressant. Et pour le coup, il y a une vraie progression de leur côté. Et surtout, pas une baisse défensivement. C'est ce que moi, je craignais aussi un petit peu. Donc, ouais, top pour eux. Ouais, assez d'accord. Moi, les Steelers, je les attendais un petit peu. Enfin, je les attendais plus haut que l'équipe que j'avais en tête, du coup c'est pour ça que je les ai pas mis, mais c'est vrai qu'ils font quand même un top début de saison, même en ayant changé de QB, ils arrivent à s'en sortir, et surtout le QB qu'ils avaient au début c'était pas celui qu'ils voulaient, donc ils ont réussi à très bien s'en sortir. Moi de mon côté je vais parler d'une franchise en qui je ne croyais pas pour de nombreuses raisons, surtout offensivement, puisqu'ils ont un quarterback rookie, ils ont un receveur 1 on dirait qui est dans toutes les rumeurs de trade normalement et qui aurait très probablement pu partir lors de l'intersaison. Leur jeu à la course, c'était pas la meilleure chose qui existait parce que tous leurs running backs sont soit vieux, soit des busts. Et ensuite ils ont draft. C'est une équipe très très jeune. Je parlais des Denver Broncos qui sont aujourd'hui je crois en 5-3 dans leur... ils sont à 5-3. Ils affrontent les Ravens cette semaine, donc ça va faire un bon test. Mais surtout, ils ont commencé en 0-2. Donc vraiment, ils sont sur une dynamique sur les 6 derniers matchs de 5-1 en ayant perdu uniquement face aux Chargers. Alors, ils ont eu un calendrier entre guillemets facile, sauf qu'ils ont quand même battu les Bucks 26-7. Donc c'est pas non plus ultra facile. Et puis voilà, moi j'aime beaucoup ce que fait Bonix depuis le début de cette saison. Et voilà, quoi, quand on voit... certains QB rookies qui ne jouent pas, par exemple. Enfin, on pense à Penix, on pense à May qui n'a pas joué beaucoup. Je parle pas de McCarthy parce qu'il est blessé, le pauvre, mais voilà, Nix, il arrive dans une situation où tu sais pas trop ce que ça va donner, mais ils sont obligés un peu de le faire jouer. Ils le font jouer. Ils auraient pu le bencher au bout de 2 matchs parce que vraiment ça avançait pas et ça faisait rien. Mais enfin, une équipe qui prend un QB haut et qui se dit bah on va voir ce que ça donne toute la saison. Et voilà, donc j'aime bien voir ce que font les Broncos cette saison. Ouais, surpris aussi défensivement, parce que c'est une des meilleures défenses de la ligue. Ça amène énormément de pression sur les attaques adverses. Et du coup, ça met un peu plus dans un fauteuil, je dirais, de Bonix, parce qu'il n'a pas à courir derrière le score. Donc Peyton, il a réussi aussi à instaurer un relatif bon jeu de course. Donc voilà, c'est une recette qui apparemment fonctionne en AFC West parce que Harbaugh a décidé de mettre ça en place aussi avec les Chargers. Donc non, pas mal, effectivement. Clairement, je ne les attendais pas à ce bilan-là, à ce moment-là de la saison. Vraiment. Ouais, pour ma déception, moi je vais rester dans la même division, donc je vais garder. Alors, je ne m'attendais pas à grand-chose de leur part, mais je suis quand même déçu. C'est les Raiders. Les Raiders, ils sont en 2-6. Et je trouvais qu'avec les... Bon, alors effectivement, maintenant, quand on voit comment la saison se passe, on se dit que c'est peut-être un peu normal qu'ils soient en 2-6. Mais les ajouts au niveau de la défense, la fin de saison qu'on avait vu la saison dernière avec Antonio Pierce, et la victoire contre les Ravens en semaine 2, je me disais, ah ouais, ok, d'accord, il y a peut-être quelque chose. Et en fait, après, tu perds contre les Panthers, tu perds contre les Broncos, tu perds contre les Steelers, tu perds contre les Rams. Évidemment, tu perds contre les Chiefs, mais ils n'ont pas eu un calendrier très très simple, je le conçois, mais je trouve que vraiment il n'y a pas grand chose qui est beau dans cette équipe. Et ouais, un peu de mal avec ces Raiders, moi, sur le début de saison, où je vois que quand on avait fait notre power ranking, il y avait beaucoup de... Je sais plus qui le mettait super bas, mais à peu près tout le monde dans l'équipe les mettait très bas, les Raiders. Moi, je les voyais un petit peu plus haut, alors je les voyais pas non plus je les voyais pas faire les playoffs, mais
Je sais pas, je les voyais, je sais pas, des bilans, tu vois, les bilans de 7 victoires à peu près, où jusqu'en semaine 14, c'était un peu dans la course pour aller en playoff, et puis après tu t'écroules. Je m'attendais plus à ça, et au final, là, ils sont déjà hors de la course au playoff. Et voilà, ça me déçoit un petit peu de ces Raiders, qui avaient quand même fait des moves assez agressifs, encore une fois, surtout défensifs. Et ça m'intéressait de voir ça. Malheureusement, la perte de Josh Jacobs a été quand même assez monstrueuse, je trouve. Ouais, et puis on voit qu'ils sont en semi ou en full reconstruction, parce qu'ils ont tradé ce qu'on pourrait considérer comme leur meilleur receveur. Donc, généralement, c'est pas un très bon message que tu envoies à ton équipe. Crosby était aussi dans certaines rumeurs. Donc, ouais, ça. Ce serait fou. Ouais, s'il partait, ouais, j'avoue. Mais alors, pas au point de les voir sur un même bilan que les Broncos, peut-être pas 5-3, mais effectivement, moi, je les voyais peut-être plus à 4-4 à ce moment-là de la saison. Une franchise qui s'améliore par rapport à l'année dernière, qui montre des progrès. Effectivement, là, tu as l'impression qu'ils régressent complètement. Ouais. Je sais pas si c'est qu'un problème de QB, j'ai l'impression que c'est un peu plus profond que ça. Mais c'est un peu tristoun, ouais, pour eux. Un peu tristoun, parce que les années passent et j'ai l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Donc, bon. Ouais. Moi, en déception, j'avais les Jaguars. Parce que je les attendais quand même nettement plus haut. Je les attendais à la bataille avec les Texans pour la division. Et les Colts, pour moi, plutôt en 3e. Et pour le coup, alors ils sont pas derniers parce qu'ils ont la chance d'avoir les Titans dans leur division, mais c'est tout. Clairement, ça s'arrête là. Au niveau des stats, c'est une des pires défenses de la ligue. Là où ils ont quand même investi pas mal d'argent et des tours de draft parce qu'ils avaient pris Walker il y a 2-3 ans maintenant. On rappellera quand même que Hutchinson avait été pris en 2. Donc on pourra toujours parler de cette trade-là de QB pris en 1 et 2. Ouais, sur cette année-là, prendre Walker à la place de Hutchinson, tout le monde avait été étonné. Il semblerait qu'on ait eu raison de s'étonner quand même quand tu vois les performances maintenant. Tout le monde s'attendait à Hutchinson, non ? C'est quand il y a eu Walker, c'était... Attends, ça doit être une erreur quand même, là, c'est pas possible. Les Lions aussi s'attendaient à ne pas avoir Hutchinson, donc ils étaient très contents. Un petit gars de la région de les avoir. Mais... À la limite, si tu trades back pour prendre le 2 et tu prends Walker en 2, bon, tu te dis ok, t'as récupéré quelque chose, mais ouais, c'est assez étonnant quand même. Donc après, voilà, ils essaient de l'intégrer. Je crois qu'ils essaient de le mettre plutôt D-tackle plutôt que D-end extérieur. Donc voilà, ça apporte un petit peu plus de pression, mais c'est quand même pas foufou. Les squads défensives, le backfield défensif est pas bon. On va pas se le cacher. Et en attaque, c'est pareil. On a un Trevor Lawrence qui est sur courant alternatif. Ils arrivent à avoir un plutôt bon jeu au sol avec Bixby, Travis, parce que Trevor c'est son frère. Travis Etienne, lui par contre est toujours blessé. Donc je pense que lui c'est pareil. Autant Lawrence ils l'ont re-signé, autant lui je pense que ça va être sa dernière année ou une de ses dernières années. Donc voilà, relativement ou extrêmement déçu parce que je les voyais plus haut. Je pensais qu'ils allaient pouvoir repartir cette année sur la dynamique qu'ils avaient eue en début d'année dernière avant de s'écrouler. Et, en fait, non, c'est une continuité de l'année 2023. Donc, on sait tous ce que le front office doit faire pour relancer cette équipe. Donc là, on attend tous impatiemment, je dirais, que ça arrive. Et je parle évidemment du limogeage, je dirais, du coaching staff. Dans l'entièreté. Je parle pas que de Peterson, il prend tout le monde avec lui. Vraiment, les offensifs coordinateurs également. Moi, je mets tout le monde là-dedans. Ouais, et le GM en passant. Là, vraiment, je mets les valises, je mets un charter, bisous tout le monde. Vous repartez à Londres, mais là, pas pour un match, juste pour visiter. Vous revenez pas en Floride, merci. Jocelyne à la compta, pareil. Elle y est pour rien, donc elle était là sur les pires années de Jacksonville, toujours là fidèle, donc elle, je la garde par contre. Ok. Mais en vrai, on sait ce qu'ils attendent. Ils attendent la semaine 12, parce que la semaine 12, il y a une bye week. Et en général, eux, ils fonctionnent entre bye week. Donc c'est-à-dire qu'ils sont nuls entre 2 bye week sur 2 saisons, et ensuite ils sont bons entre 2 bye week sur les 2 saisons suivantes. Donc ouais, parce que là, ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent à jouer, ils jouent Eagles, Vikings, Lions sur les 3 prochaines semaines. Donc je pense que ça va pas s'améliorer. Et ensuite, c'est Texans, Titans, Jets, Raiders, Titans, Colts. Donc beaucoup plus abordable. Moi, je serais pas surpris qu'en fin de saison, ils terminent en 5-1. Et qu'on se dise, ah purée, c'était bien la fin de saison, et qu'ils commencent bien la saison prochaine, et qu'on se dise, ah là là. Et puis on garde tout le monde, et puis en fait, c'était bien, ils sont sur une bonne dynamique. Ouais. Après, c'est toujours la même chose, c'est des matchs de division. Oui, bien sûr. Mais j'espère pour les Jaguars qui perdent leurs 3 prochains matchs. Comme ça, il n'y a pas d'espoir. T'es en 2-9, ça dégage. Quoi. Oui, ouais.
Parce que si t'en gagnes un sur les 3, le pire ce serait de battre les Lions, je trouve. Parce que c'est juste avant la bye, tu gagnes, tu peux plus le virer là, le Peterson. Donc, ouais, compliqué. Mais je suis même pas sûr qu'ils le virent là dans la saison. Je penserais concrètement, alors il y a eu 2 points. Je pense que s'ils avaient fait qu'un seul match à Londres avec la défaite contre les Bears, ils rentraient pas en Floride. Il y a eu la victoire contre les Patriots. Donc s'il y avait dû avoir limogeage, ça aurait été sur une défaite contre les Pats, je pense. Ouais, Comme il y a eu victoire et que limogeage n'a pas eu lieu après les matchs de Londres, je pense que là, ils repartent pour la fin de saison et qu'à la fin de la saison, bye bye. Je vois plutôt ça comme ça maintenant, du côté des Jaguars et du propriétaire, parce que si je parle du GM, moi j'ai envie de le virer aussi, parce qu'il apporte rien, donc autant basader tout le monde, là c'est plus du côté du propriétaire. Et de Cannes, je crois qu'il s'appelle. Les Cannes, ouais. C'est ça. Donc ouais. Déçu pour eux, déçu pour le supporter, le peu de supporters qu'ils ont en France, déçu pour eux. Donc voilà. Jaguar France, on pense à toi. Donc voilà Bien un sûr. peu nos 2 surprises. Broncos Steelers, nos 2 déceptions, Raiders Jaguars. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos surprises, vos déceptions. Venez nous le dire sur le Discord, en commentaire YouTube, en commentaire Spotify, peu importe, là où ça vous amuse. Puis voilà, comme ça on pourra... Et préparez-vous pour la NFC du coup. Si vous avez envie aussi de nous dire vos surprises et déceptions de NFC, comme ça on peut en parler lors du prochain épisode, lors de la prochaine preview, c'est avec grand plaisir. Quelque chose à rajouter sur cette partie-là ? Pour la NFC, on aura une semaine de plus dans le rétro pour pouvoir de réflexion pour pouvoir en dire plus. Donc peut-être que ça va bouger un petit peu dans notre réflexion. Je peux te le dire tout de suite, je ne pense pas. Ah. Tu crois pas que les Panthers vont gagner contre les Saints ? Alors, je suis pas... Ouais. Les deux, hein, moi, Panthers et Saints, je les attendais pas de base. Donc, pour le coup, ouais. Bon, après, oui, Panthers, c'est décevant, mais c'est surtout dans les surprises et dans les... Comment dire ? Et dans la vraie déception que j'ai, je pense pas que ça bougera. Ça m'étonnerait, en tout cas. Je te propose qu'on passe au rewind du Thursday Night Football, puisque les Texans se déplaçaient sur le terrain des Jets. Les Texans qui étaient en 6-2 avant le début du match. Contre des Jets qui étaient en 2-6, 2 dynamiques totalement différentes pour ces 2 franchises, mais les Texans qui ont perdu 13-21 sur le terrain des Jets. Donc les Texans sont en 6-3, les Jets sont en 3-6, et je te propose qu'on fasse en 2 parties, parce que moi j'ai regardé que la première mi-temps, et après je me suis endormi, et j'ai pas pris le temps de regarder la deuxième, même si j'ai vu quelques extraits sur Twitter de certains plays, mais... Moi, je vais plutôt me concentrer sur les Texans sur ce match-là, parce que de ce que j'ai vu, c'était tristounet. À part Mixon, je trouve que c'est assez triste du côté des Texans niveau attaque. Après, niveau défense, c'était beaucoup plus intéressant sur la première mi-temps, en tout cas. Après la deuxième, tu auras le temps de m'en parler un petit peu plus. Mais sur la première mi-temps, je trouve que c'était assez bien. Il y a eu un touchdown qui a été rappelé défensif pour les Texans sur une passe dite incomplète. Pour moi, elle était complète, mais... Enfin, ou alors elle était, au 99% d'un chargement d'un jeu, quoi. Donc, tu penses que t'y es et t'y es pas, mais bon. Donc, moi, je trouve qu'ils ont fait du beau boulot, notamment sur la ligne défensive. Mixon était très bon. Le gros souci, c'est que t'as que 3 receveurs qui reçoivent la balle sur le match entier, du côté des Texans. Donc, ok, Collins et Diggs sont blessés, je le comprends. Il te reste quand même quelques joueurs, hein, mais visiblement, il t'en reste que 3. Il n'y a pas eu de passe vers les running backs. Étonnant, en tout cas, cette distribution. Et de manière générale, je trouvais que dans les 2 équipes, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Tout le monde se rentrait dedans. Le fumble qui est causé par Stroud, il se cogne dans un de ses linemen qui était cogné par un des Jets. Alors ça, c'est logique, mais je sais pas, je trouvais que c'était un match où c'était vraiment dans les tranchées, comme on aime dire, et c'était un peu compliqué à t'en sortir. Voilà un peu les petites pensées que j'ai eues sur cette première mi-temps. Et... je te laisse transitionner avec le play que tu as le plus aimé de ce match-là. Voilà, il y en a eu beaucoup. Je vais faire une ode à l'arbitrage sur ce podcast. Non, la deuxième mi-temps était plus intéressante, en tout cas côté Jets, puisque les Texans, les Texans, c'était quand même difficile sur les 2 mi-temps. Côté Jets, ça s'est quand même bien amélioré. Ils ont réussi à contenir beaucoup plus facilement, je dirais, la D-line des Texans en deuxième mi-temps. La O-line a vraiment beaucoup plus performé pour les Jets. Là où c'est complètement écroulé du côté Texan, il y a une réelle impression d'impuissance. Alors, Stroud, il fait des stats faméliques pour le coup, 11 sur 30 de CJ Stroud. CJ Stroud. Christian Jean.
Un Jean Stroud. Il fait un pauvre 11 sur 30, 190 yards, parce qu'il balance quelques sacrées bombes. Mais pour le coup, sa O-line, elle a quand même été mise extrêmement en difficulté. Du côté des gardes gauche, que ce soit Green et son remplaçant, ils ont été mis à l'amende totale par Quinnen Williams tout au long du match. Hassan Reddick, tu sens qu'il fait du bien. Il avait été un peu absent des débats contre les Patriots, mais pour le coup, là, contre les Texans, il était ultra présent. Il mettait énormément la pression. Titus Howard, il a été vraiment en difficulté aussi. Donc, ouais, Stroud, il a été mis en difficulté. Il n'a pas eu le temps. Il a dû prendre aussi quelques plays avec ses jambes, parce qu'il a fait quand même 8 courses. Et je ne suis pas persuadé que dans le cahier de jeu de Slowick, il y ait vraiment des courses appelées pour Stroud. Donc, voilà, belle défense des Jets, on les a retrouvés pour le coup. Le backfield défensif est toujours en difficulté. Gardner, il s'est encore pris quelques flags stupides. Voilà de ce côté-là. Après, je sais pas, il y a quelques éléments, moi, qui me chagrinent un peu. Quelques coups de sifflet un petit peu douteux, je trouve. Il y a sur le premier touchdown des Jets, deuxième touchdown des Jets, pardon, sur déjà le catch, le touchdown de Garrett Wilson. Bon, est-ce qu'il y a vraiment touchdown? Certains disent oui, certains disent non. Alors du coup, Ouais, chacun mais peut avoir son avis, mais en fait, le fait que ce soit pas à l'unanimité, que voilà, tout le monde avec son œil dise bah ouais, c'est bizarre, un petit peu oui, un petit peu non, ça me gêne parce que le call qui avait été appelé initialement, c'est passe incomplète. Et il semblerait que dans les règles de la NFL, c'est ce qui est marqué, les arbitres ont la possibilité de retourner leur décision si c'est validé, si c'est sûr à 100%, quoi, suite à la révision vidéo. Bah, si eux sont sûrs, mais que les fans de NFL disent bah oui, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas trop, bah, je ne considère pas que ce soit unanimité ou 100% ou extrême certitude, quoi. Donc ça me gêne un petit peu. On n'avait pas d'angle. On n'avait pas l'angle qu'il fallait. C'était une caméra. Il fallait une caméra au sol, au niveau du bout de la end zone, où du coup, si tu vois direct que le genou est au sol avant le coude, là, il n'y a pas de doute. Ouais. Et sinon, on l'a pas sinon, on l'a pas à la télé, c'est que dans ce qu'on va appeler dans le quart régional, parce que c'est un énorme bâtiment à New York, mais au niveau de la révision, eux, ils les ont pas non plus, parce que sinon, ils les diffuseraient à la télévision. Donc, dans le un peu skyscraper, pour dire un truc de Dwayne Johnson, si on a envie de continuer sur après Rampage. Me lance pas dessus. Et du coup, d'autant plus là-dessus, cette action-là, elle vient après, sur le même drive, une troisième tentative des Jets qui a été loupée, pour lequel ça a été flagué sur une... c'est pas une DPI, mais une faute de Stingley sur... du coup, c'était McWilliams. J'attends encore de connaître la faute exactement. Sincèrement, il n'y a rien. Alors, sur le condensé 40 minutes, ils ne montrent pas les images, donc j'ai regardé sur Internet à quoi ça correspondait. Il n'y a rien du tout, vraiment, sur l'action. Donc, voilà, tu as deux décisions litigieuses de la part des arbitres. Bon, pourquoi pas? Ok, on sait que les arbitres sont un peu irréguliers, mais tant que dans un même match, c'est régulier dans leur connerie, pourquoi pas? Sauf que dans le même match, il y a une décision qui n'a pas été appelée pour les Texans, qui est juste scandaleuse, sur la passe de Mixon en tant que quarterback pour Stroud. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas faute de DJ Reed, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tout le stade l'a vu. Donc, voilà, un peu agaçant parce que ça donne un réel changement de momentum parce que pour le coup, les Jets passent en tête grâce au touchdown de Garrett Wilson. Et sur la passe interférence contre Stroud, parce que moi j'estime une passe interférence, bah, ça leur permettait d'avoir 3 tentatives sur les 1 yard adverses. S'ils mettaient le touchdown, ils repassaient en tête. Donc, alors, du coup, ça reste du conditionnel, mais pour le coup, voilà, il y a eu un réel momentum qui a été changé, je trouve, à cause des arbitres. Après, c'est pas les arbitres qui ont mal défendu sur le 3e touchdown des Jets, et c'est pas les arbitres qui ont bien défendu sur les offensives des Texans. Je pense qu'il y a aussi à revoir de ce côté-là, mais je trouve ça dommage, du coup, qu'il y ait vraiment eu 3 décisions extrêmement litigieuses, je trouve, là-dessus, qui a un peu plombé le match. Ça, c'est mon impression. Après, pour aussi un peu rebondir sur les Texans, on parlait en début de saison de est-ce que c'est bien pour les coordinateurs offensifs de re-signer, ce qui avait fait bonne impression, parce que parfois le train du head coaching passe qu'une seule fois et pas deux. Il y avait eu plusieurs noms qui étaient sortis. Ben Johnson qui avait re-signé chez les Lions, on t'a dit, bon, est-ce que c'est pas une connerie? Quand on voit le début de saison, on peut estimer qu'il a bien fait de rester parce que ça tourne extrêmement bien. Pour le coup, Bobby Slowick, je suis pas sûr qu'il va avoir beaucoup de propositions parce que cette année, l'attaque des Texans, elle tourne quand même nettement moins bien. Oui, il y a des blessures, effectivement, Collins et Diggs, qui sont quand même 2 pièces essentielles en attaque du côté des receveurs, ça, ok. Mais comme tu disais, le plan de jeu, il était un peu bizarre. Mixon, qui a quand même des très bonnes mains,
hormis le fait d'être un très bon coureur, c'est quelqu'un de très solide à la réception. Il n'est pas du tout visé, il n'est pas du tout mis en avant. C'est bizarre. Il y a quand même John Mechie qui avait été pris il y a quelques années sur un deuxième tour de draft qu'on ne voit pas. Donc, il a eu un énorme souci de santé. Il a eu une leucémie et il est guéri. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'avait pas vu sa première année ou l'année rookie. Mais pour le coup, c'est censé être un très bon receveur. On n'a pas vu du match. Vraiment, il n'est même pas target. Hutchinson, pareil, pas vu. Ouais. Moi, il y a un Donc, truc qui m'a dérangé aussi sur les Texans au niveau des appels de jeu, c'est que tu sais, 2 plays avant le fumble de Stroud en première mi-temps, c'est Mixon qui fait une énorme portée, qui va te chercher une première tentative aux 10 yards à peu près, ou à peu près avant, ou un peu après, un peu avant je crois. Et après cette action-là, il donne la balle à Ogunbowale, en red zone, qui fait 1 yard de moins. Parce que logique, le mec c'est pas Mixon quoi. Du coup j'ai pas trop compris ce truc là. Et sur le play d'après, du coup t'as le fumble. Mais je me suis dit, attends, t'as un mec qui est chaud comme pas possible en Mixon et sur une première tentative, c'est même pas en plus une passe. Si ça avait été une passe, tu m'expliques au Ogunbowale, dans ton esprit c'est un meilleur pass catcher. Ok, pourquoi pas. Mais tu lui donnes vraiment une course, j'ai pas compris. Un peu bizarre, ouais. Mais je suis assez d'accord, ouais. Slowick, c'est un peu chaud. Après, ça reste un bon coordinateur offensif qui a perdu des armes sur lesquelles il s'appuyait pour avancer, j'imagine. Donc, ouais, après, je dirais même depuis le début de saison, parce qu'ils sont à 6-3, mais il y a eu des matchs quand même extrêmement serrés pour lesquels l'attaque patinait, en fait. Donc, c'est pas nouveau, c'est pas que ce match-là. Et il y a un dernier point pour les Texans. On va espérer pour eux qu'ils vont remporter la division, parce que s'ils font des playoffs en étant deuxième de division, là, leur bilan, il est à 6-3. Les 3 défaites, c'est à l'extérieur. Donc, s'ils finissent pas premier de division, ils joueront forcément à l'extérieur. Ça risque d'être compliqué. On n'est qu'à la mi-saison, ça a le temps aussi de reprendre. Mais c'est vrai qu'on voit un Stroud quand même beaucoup plus en difficulté cette année, qui a du mal contre le blitz. Et les Jets, ils se sont vraiment amusés à le blitzer sur ce match-là. Et puis, ouais, les cibles c'est faible, quoi. C'est faible, quoi. Heureusement qu'il y a Tank Dell, qui est revenu de blessure de sa fin de saison dernière. Ouais, mais c'est vraiment bizarre. Et comme tu disais, la première mi-temps était horrible à regarder, pour le coup. Mais la deuxième mi-temps, un peu plus intéressante. Et puis... je finirai par Fairbairn qui est plutôt normalement un bon kicker et là qui fait un 2/4, ça les a mis aussi en difficulté. Donc voilà, ça peut être un match où on peut dire rien n'allait du côté des Texans. Ouais, mais ils sont quand même à 6-3 et il y a eu les Vikings où ça n'a pas bien tourné et puis il y a eu un autre match où ça n'a pas bien tourné. Ça commence à faire un petit peu beaucoup dans une saison où moi je pensais qu'ils allaient justement s'imposer un peu plus en AFC en étant peut-être deuxième ou troisième équipe de la conférence. Là, ils sont même pas encore sûrs de remporter leur propre division, donc un peu compliqué, je trouve. Et pour les Jets, je trouve qu'ils se relancent pour le coup. Ouais. 3-6, c'est loin d'être foutu, au contraire. Je pense que c'était vraiment le match à gagner contre... Alors, les parieurs donnaient les Jets favoris. Ça m'a étonné d'ailleurs. Pour moi, ça me semblait pas... peut-être la blessure de Dix pour le coup. Mais au final, ils ont eu raison puisque ça a été difficile en attaque. Mais ouais, en 3-6, quand tu vois l'AFC, la tranche de l'AFC sur certaines équipes, écoute, ils sont vraiment pas éliminés. Donc attention à eux s'ils commencent à trouver un bon feeling en attaque, en défense. Ils peuvent remonter, je pense. Ouais. Ouais, et puis leur planning là sur les 3 prochains matchs aux Jets, c'est Cardinals, Colts, bye week. Ensuite, tu joues les Seahawks, les Dolphins, les Jaguars, les Rams, les Bills, les Dolphins. Il y a un monde où tu t'en perds qu'un, quoi. Ouais, c'est sûr. Si ça clique. Si ça clique bien, ils peuvent bien finir la saison. C'est ce qu'on avait vu aussi, que leur calendrier, en tout cas sur la fin de saison, était abordable, on peut dire. Après, abordable quand une équipe en 2-6, c'est toujours à prendre avec des pincettes, évidemment, mais c'est qu'il y a des choses qui vont pas bien. Mais pour le coup, ouais, je les enterrerai pas vraiment sur la course à l'AFC. Je suis pas sûr pour la division, parce que les Bills sont quand même bien partis. Oui. Mais ouais, ça va être intéressant les derniers matchs de la saison, notamment la confrontation contre les Bills. Ça peut peut-être valoir son petit pesant. La NFL juge à 29% aujourd'hui les chances de playoff pour les Jets. Voilà, selon leur playoff picture. Et je terminerai juste en disant que les joueurs qui lâchent le ballon avant d'arriver en end zone, moi ça j'en peux plus. J'ai oublié. Pas parler de Malakai Corley. Mais ce qu'il fait, c'est en tant que rookie, c'est scandaleux. Ça donnera pas envie ça donnera pas envie de lui donner la balle, je pense. Parce que heureusement qu'il gagne ce match-là, je pense. Parce que s'ils le perdent, si sur le play d'après ils font rien, on s'était trompé quand on a parlé en off.
Mais ça n'empêche que le premier touchdown, il est marqué par les Texans. Après avoir fait ce play-là du côté des Jets, compliqué quoi. On avait vu avec Kyle Pitts la semaine dernière qui s'arrêtait un peu, qui mettait la balle en arrière. À un moment, quand tu arrives en end zone, mets la balle devant toi. Comme ça, une fois que tes yeux ils ont passé la end zone, là tu peux lâcher la balle. Mais si tu la mets derrière toi, bah, tu peux pas la lâcher quoi. Donc ouais. J'ai jamais compris dans un sport où garder le ballon est le plus essentiel, enfin ne pas fumble, j'ai jamais compris ce truc-là. Et t'as raison d'en parler, parce que je voulais parler pour finir de l'indiscipline des Jets qui est présente depuis le début de saison. Ils ont quand même relancé 2 fois les Texans sur leur drive, une fois en dégommant le punter. Ah ouais. Ils l'ont démonté. Et du coup, ça a redonné une première tentative aux Texans, donc stupide à souhait. Et le deuxième, qui aurait, pour le coup, ils ont eu raison de le faire après coup, ils ont eu raison, mais ils ont dégommé ou ils ont fait une faute sur Fairbairn qui avait mis son field goal. Ça a redonné 3 tentatives, et c'est là où j'en veux aussi à Slowick, parce que quand tu redonnes 3 tentatives en red zone, bah, normalement, ça doit quand même se transformer en touchdown. Du coup, les Texans n'avancent pas, ils refont un field goal, et là, Fairbairn, il le loupe. Donc, mais attention, je parle des Jets en disant que c'est pas foutu pour eux. Faut qu'ils corrigent vraiment leur indiscipline, parce que ça va leur coûter des matchs. Vraiment, dans la dernière ligne droite, attention là-dessus. Franchement, c'est pas concevable en NFL, Corley et puis les deux trucs appelés sur kick et punt, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais globalement, du positif du côté des Jets, PA. Ouais. En deuxième mi-temps, franchement, plutôt bien. Rodgers, c'est pas que j'ai taclé, mais je trouvais qu'en deuxième mi-temps, il baissait de rythme, peut-être par son âge ou pour tout ce qu'on veut, en fait, aussi la défense adverse qui s'adapte. Bah, pour le coup, là, en deuxième mi-temps, c'est là où ils mettent les 21 points. Donc non, intéressant. La connexion avec Wilson, c'est bien faite, avec Adams aussi. Ils ont réussi à bien brûler leur corner adverse. Donc non, plutôt bien. Très bien. Et ben voilà, ça conclut ce rewind du Thursday Night Football. Encore une fois, Texans en 6-3, les Jets en 3-6, et on va pouvoir passer au gros projet, donc le match de la semaine. Et il y a un match assez fou entre les Lions en 6-1 qui se déplacent sur le terrain des Packers en 6-2. Vous en parliez, qui a fait le rewind? C'était GG, moi. GG, toi. Donc, je vous parliez un peu que le vainqueur la partie Super Bowl de NFC, ça serait très probablement soit les Lions soit les Packers selon vous, parce que peu importe les Packers contre qui ils jouent, ça va être l'enfer. Bah là, vous aurez du coup selon vous un preview de la finale de conférence de NFC quoi. Donc ça va vous faire plaisir. C'est possible, c'est possible effectivement. Là, depuis le début de saison, on ne voit pas très bien qui peut arrêter ces Lions. Alors, il y a eu les Buccaneers, mais qui étaient en début de saison, et ça avait été un match au sang, mais ça reste quand même une victoire pour les Bucks. Mais depuis, les Lions, ils ont écrasé tous leurs adversaires, quoi. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. J'avais vu une stat passer. Je crois sur les 3-4 derniers matchs, les Lions avaient mis 19 touchdowns et seulement 13 incomplétions de passes de Goff. C'était indécent. Là, c'est une stat un petit peu dans ce style-là. C'était indécent. Vraiment, il y a tout qui roule pour eux. Enfin, la blessure de Hutchinson, pour l'instant, ne se fait pas trop sentir. Toutes les escouades fonctionnent, la défense, l'attaque et même les équipes spéciales, comme j'ai dit, contre les Titans. Donc, écoute, bon courage pour les Packers. Alors, ils ont de la chance, c'est à domicile, du côté de Green Bay. Donc, ils vont avoir le public avec eux. Mais on peut s'attendre à des points, malgré la très bonne défense cette année de Green Bay. Ce qui va jouer, encore une fois, comme pour tout match de football américain, hein, si on peut extrapoler là-dessus, mais ça va jouer sur les turnovers. Les Packers cette année sont quand même extrêmement bien placés là-dessus, notamment avec McKinney. Donc ouais, ça va être intéressant, un match à 10h25, 22h25 en France. Donc on va se coucher un petit peu plus tard. Mais ça va être intéressant. Parce qu'il change d'heure là du coup Ouais, okay. Dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais, ça y est. Non, c'est qu'une semaine. C'est dommage. Ils sont bien les matchs à 9h25. Ils sont intéressants. Donc ils changent d'heure samedi, ils changent de président dimanche. Ouais, c'est ça. Gros planning. Franchement, ils vont être plus perturbés par changement d'heure, je pense, de leur côté. Mais ouais, tu disais les turnovers aussi, où est-ce que tu récupères la balle? Quand tu récupères la balle, tu as parlé des équipes spéciales, mais quand tu as... C'est Raymond de leur côté qui fait beaucoup en équipe spéciale.
Sur les punts, sur les retours de punts, c'est Calif Raymond. Et en retour de kick? Je sais plus qui c'était. Attends, je te dis ça. Je regarde qui a mis un TD la semaine dernière. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Pendant que tu cherches, la personne qui récupérera. Où est-ce que tu récupères la balle côté Lions? Ça va être une bonne partie. Côté Packers, ils avaient aussi la saison dernière, mais cette saison, faut que j'aille vérifier pendant qu'on fait ça. Mais comment il s'appelle? Bah, j'oublie son nom. Mais j'ai l'impression que de toute manière, ce n'est pas lui qui fait les retours de punt. Mais c'était Keyshawn Nixon l'année dernière. Cette année, c'est Daniel Whelan, visiblement. Côté Packers. Mais voilà, quoi. Il y a des choses à faire, je pense, de ces deux côtés. Ils ont des bonnes escouades et ce sera intéressant. Et moi, surtout, j'ai envie de voir... Jared Goff, il est dans un fauteuil depuis 2 semaines. Où vraiment, il s'amuse. C'est même pas lui qui lance tous les touchdowns. Montgomery, il le lance de temps en temps. Ça veut faire des petites flick passes, il fait la passe à quelqu'un qui la donne à quelqu'un d'autre. Quand il avait donné il avait fait une passe à Amon-Ra St. Brown qu'il avait filé à Sewell qui avait été annulé au final. Mais voilà, moi j'ai envie de voir Jared Goff qui s'emploie un peu. Donc moi le scénario de match que j'aimerais voir, c'est les Packers qui prennent pas le large nécessairement, mais qui mènent dans le match, et de voir un peu ce que les Lions donnent face à une équipe qui leur donne vraiment du fil à retordre. Et voir comment est-ce qu'ils s'adaptent, parce que c'est sûr que quand tu joues les Titans et que tu es à 34-14 au bout de 25 minutes, c'est plus simple de t'amuser. Mais voilà, j'ai envie de voir un peu ce que ça donne des Lions un peu en difficulté, et j'espère le voir sur ce match-là, même si j'aime beaucoup les Lions. Hein. Mais voilà, j'espère voir ça, parce que plus tu es dans un fauteuil toute la saison, plus c'est difficile de t'adapter à des matchs compliqués. Donc c'est l'avantage d'être dans une division compliquée comme la NFC Nord en ce moment. Ouais, et puis les Packers sont plutôt une bonne défense à la course. Ils sont 10e de la ligue sur le nombre de yards encaissés en moyenne. Là où les Lions sont 5e. Il faut quand même repréciser. Ils sont à 100 yards de moyenne et les Packers à 110. Donc ça va aussi se jouer là-dessus, sur cette faculté à éteindre le jeu de course adverse. On sait que c'est une donnée quand même très importante du côté des Lions. Donc effectivement, si Gibbs et Montgomery ont un petit peu plus de mal à avancer, ça va mettre un petit peu plus de pression sur Goff. Donc ouais, ça va être extrêmement intéressant cette confrontation, et comme on l'a dit pour les autres, hein, c'est un match de division, on ne sait jamais comment ça peut tourner, ça peut être un match ultra fermé en 6-9, j'ai un doute là-dessus, mais ça peut être aussi un match avec un score très, très explosif, donc voilà, c'est intéressant La stat de ce que côté-là. tu dis en plus, normalement elle est en mettre en relief par rapport aux équipes que tu affrontes, mais là ils ont affronté les Eagles avec Saquon Barkley, ils ont affronté les Colts, ils ont affronté les Rams avec Kyren Williams qui fait un top début de saison, les Cardinals, les Texans. Donc tu as des équipes qui normalement avancent plutôt bien au sol, et tu as gagné contre toutes les équipes que je viens de citer sauf les Eagles. Donc voilà, et encore c'était un match au Brésil. Donc est-ce qu'on a envie vraiment d'en parler plus que ça? Donc ouais, c'est une défense qui fonctionne très très bien, avec une attaque. Encore une fois, moi c'est le genre d'équipe sans ego qui me fait kiffer, les Packers, où les individualités c'est compliqué de les ressortir, et quand c'est comme ça en général ton équipe elle tourne bien, parce que si t'as un mec qui se blesse ou qui est un peu dans un match sans, tu peux te diriger ailleurs, et voilà, on espère qu'il n'y aura pas de match sans pour les Packers et que ça va bien avancer. C'est deux équipes qui se ressemblent, hein. Tu parlais des joueurs avec des égos. J'ai pas le sentiment qu'aux Lions, il y a également un joueur qui sort un peu du lot sur cet aspect-là, et que ça tourne bien, ça fonctionne très bien. Le seul qui a un énorme ego, mais qui du coup est sur la sideline, c'est le coach. Donc, ça fonctionne bien. Grande bouche, il performe. Donc, non, hâte d'avoir ce match-là. Ils ont plus CJ Gardner-Johnson, donc ça les aide pour ça. Et ça tourne bien. Hein. Après, niveau personnalité un peu bizarre, il y a Jamison Williams qui est encore suspendu là cette fois-ci pour performance enhancing drug, donc du dopage en quelque sorte pour le match. Et avant ça, c'était pour des paris. Bon, à voir ce qu'il arrive à nous sortir pour le prochain match. Mais il était enrhumé, il a pris de l'EPO, tu comprends. Enfin, c'est pour soigner aussi. Il avait un mot du médecin. Ouais, Docteur Fuentes. C'était dans son steak. Le pauvre. Il était mal cuit. Ouais, voilà. Ah là là. Ouais,
C'est l'équipe Astana qui le conseille, donc forcément c'est un peu compliqué de rester dans la légalité. Il a pleinement confiance. Ah ouais, clairement, là, aucun doute. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce match-là entre les Lions et les Packers? Moi, je l'aurais bien vu sur un match prime time. Je trouve ça bizarre que ce soit 10h25. Alors, c'est bien, ils ont mis d'autres matchs en avant. Il y a Colts-Vikings quand même. Bah, surtout que les Vikings, ils sortent d'un match prime time la semaine dernière. Donc, bon, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon. Là où il y a eu d'autres matchs qui avaient un petit peu bougé les semaines précédentes, notamment le Commanders-Bears qu'ils ont mis à 10h25 la semaine dernière, le 19h. Je trouve ça bizarre que celui-là, il le change pas. Mais bon, très bien. Tant mieux pour nous. Ça sera dans le red zone. Et puis, on verra avec d'autres matchs. Ça va être chouette. Ouais, les matchs en même temps, c'est Bears Cardinals, Jaguars Eagles et Rams Seahawks. Donc, et ce match-là et le match, donc les Lions et les Packers, c'est le match qui sera diffusé sur beIN 3 pour ceux qui. Ok. Voilà, donc ça sera un match en plein écran pour ceux qui veulent. Donc voilà. Je te propose qu'on passe aux heures sup. Je te laisse commencer. Ce que tu as envie de suivre sur ce match-là, enfin sur cette saison. Pas sur cette saison, sur cette journée. Sur cette semaine. Sur cette semaine, merci de m'aider. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de suivre sur cette semaine? Moi, c'était une confrontation. Ça va changer un petit peu cette semaine. Donc, c'est les Rams qui se déplacent à Seattle. Parce qu'on a vu des Rams qui se sont quand même bien réveillés depuis 2 semaines avec le retour de leurs 2 receveurs stars, qui ne sont pas présents dans mon top 11, je le rappelle. Mais pour le coup, ils sont... C'est les blessures. Mais toi, Carl, tu l'as même pas mis dans ton top 20, non? Non, moi je mets pas les blessés, moi ça sert à rien. Et Nakua, il me semble qu'il est blessé encore. Je crois qu'il a un problème de genou. Donc, j'ai vu ça passer. Donc, il est revenu la semaine dernière. Ouais, il a fait un super match la semaine dernière. Ouais. Il refait des examens. Donc voilà. Donc, à voir, mais ce match-là, parce que ça pourrait permettre aux Rams de passer en cas de victoire devant les Seahawks dans une division qui est quand même extrêmement homogène, puisqu'on s'attendait à avoir les 49ers tout en haut, qui sont quand même extrêmement en difficulté cette année. Donc voilà, c'est extrêmement indécis. Les 4 équipes sont quasiment sur un même bilan, donc pour le coup, je les mets en avant parce que c'est un match de division et que ça va compter double, comme on peut dire parfois en soccer, le fameux match à 6 points. Bah, celui-là, il va compter double dans le tiebreaker si jamais ils sont à égalité à un moment donné, ou même pour reprendre l'ascendant sur les Seahawks ou tout ce qu'on veut. Donc, bah, ça va être ultra intéressant. Premier match, je crois, de McDonald's contre McVay. Donc voilà, hâte de voir celui-là également. Ouais, dans le même temps, les Niners sont en bye week et les Cardinals reçoivent les Bears. Donc il y a un monde où le vainqueur prend la tête de la division. D'ailleurs, si c'est les Seahawks, c'est quasi sûr. Et si c'est les Rams, il faut une défaite des Cardinals en même temps. Ouais. Ce qui est possible. Moi, ce match-là, j'hésitais aussi. J'avais 3 matchs avec lesquels j'hésitais pour le match de la semaine. Et ça en faisait partie parce que, pour les raisons que tu as citées. En plus, on a vu des beaux Rams la semaine dernière qui, notamment offensivement, ont réussi à revenir après avec les retours de leurs 2 receveurs stars. Et des Marcus Robinson. Voilà. Donc, non, moi, c'est un match super intéressant aussi et hâte de voir ça, même si je pense que j'aurai les yeux ailleurs sur ce match-là à 22h25. Mais ce qu'on verra, en tout cas, dans le Red Zone, sera intéressant. Assez d'accord. Et moi, de mon côté, je suis en 2 parties. La première, c'est d'abord, et c'est très bref, c'est le retour de Derek Carr du côté des Saints, après 3 semaines d'intérim douteux de Spencer Rattler et de Henner. J'ai hâte de voir ce que Derek Carr fait, et surtout parce que on a vu Derek Carr uniquement avec Rashid Shaheed, et là, il n'est pas disponible. Donc, voir comment est-ce que cette attaque des Saints tourne sans leur menace profonde. Ce sera intéressant de voir ça, parce que Carr, on revoyait à un super niveau, mais effectivement, quand t'es pas bien et que tu vois que tu as une bombe que tu peux lancer, tu la tentes et tu as un super receveur rapide, bien placé, avec des mains à peu près sûres, c'est un peu plus simple d'avancer, même s'il faut faire la passe. Donc, hâte de voir cette partie-là. En plus, c'est contre les Panthers, donc vraiment, tu as un retour en compétition qui est très doux, et donc ça m'intéresse pas mal. Les Panthers qui démarreront Bryce Young aussi, donc vraiment là, tu as le match à 19h où on ne devrait pas voir beaucoup de choses dans le game zone, dans le red zone.
Voilà. Et la deuxième partie qui est aussi à 19h, c'est la confirmation oui ou non de Jameis Winston qui affronte une vraie défense. Non pas que les Ravens ne sont pas une vraie défense quand ils ont joué, mais ils avaient quasi aucun corner. Là, tu joues contre les Chargers. Voilà. Envie de voir ce que ça donne. Pareil, Jameis contre une autre équipe. Est-ce que c'était juste un... Ah, ça y est, on a enfin plus Deshaun Watson et on va pouvoir se lancer et on va pouvoir vraiment bien jouer, ou est-ce que c'était vraiment les motivational speak de Jameis Winston qui ont bien fonctionné et qui continueront de marcher? Ouais, plutôt hypé moi pour le Chargers Browns. C'était une rencontre qu'on pouvait en début de saison se dire ouais, ça va être intéressant. Bon, il s'avère qu'il y a une équipe qui a un bilan qu'on attendait et l'autre qui est un peu plus en deçà. Mais voilà, comme on l'a dit sur le rewind, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de vie là dans cette attaque des Browns. Donc à voir pour confirmer. J'ai vu qu'il y avait au niveau des corners, il y a Asante Samuel qui est sur injured reserve du côté des Chargers, donc ça peut aussi aider le jeu aérien des Browns. Et pour revenir juste 2 petites secondes sur le Rams Seahawks, Nakua, il est que questionable, il n'est pas out. Donc à voir s'il sera présent. Questionable, ça devrait jouer. Et n'hésitez pas, du coup, pour ceux qui sont intéressés, vous aurez aussi le Injury Report sur Discord, fait par nos amis des Fantasy Ballers, tous les samedis, je crois, ou tous les dimanches matin. J'ai un doute entre les deux, mais en tout cas, vous avez tous les joueurs qui sont douteux, doubtful, questionable, devraient jouer, devraient pas jouer. Alors, c'est uniquement au niveau de l'attaque, vu que c'est les compères des Fantasy Ballers qui s'en occupent, donc forcément beaucoup plus à mener sur l'attaque, mais après, le reste, vous pouvez aller forcément chercher les infos sur Twitter avec les différents insiders américains qui vous donnent tous les joueurs in et les joueurs out. Est-ce que tu as autre chose que tu aimerais suivre sur ce match, sur cette semaine? Attends, je regarde un petit peu les matchs. Il y a le Broncos Ravens qui me... Oh là là, celui-là il me plaît pas mal. Il y a un front officico qui s'annonce encore sur cette semaine-là entre les magnifiques New England Patriots et les piteux Tennessee Titans. Ouais. Celui-là, ouais. Voilà quoi. Je vais l'avoir sur l'ordinateur évidemment, mais ouais, ça peut être une purge. Hein. Vraiment, si une équipe qui dépasse pas les 10 points, je serais pas étonné. Je serais pas étonné s'il y a aucune des deux équipes qui dépasse les 10 points. Donc ouais, ça va être. Ouais, je suis même pas sûr. Ça va être magnifique. Non, après, il y a les Falcons contre les Cowboys qui, moi, je vais jeter quand même un petit coup d'œil parce que les Falcons sont plutôt bien lancés, tout en sachant que les Bucks rencontrent les Chiefs. Donc, bon, vu qu'ils sont invaincus, on va estimer que les Chiefs vont encore gagner jusqu'à ce qu'ils perdent. Et puis les Falcons, s'ils remportent, ils vont prendre quand même une sacrée avance dans la division. Donc, match bah ouais, il y a bien un moment donné où ils vont perdre ou alors ils vont finir invincibles, hein, mais bon. PA avait dit je mise les Vikings jusqu'à ce qu'ils perdent, depuis ils font que perdre. Et là il vient de dire on va dire les Chiefs jusqu'à ce qu'ils perdent, donc c'est là. Hein. Vraiment, Doug. C'est maintenant, allez-y. Si vous n'avez pas confiance, c'est maintenant. Voilà, mettez votre maison sur les Buccaneers. Maison de Monopoly, évidemment, pas la vraie. Je l'ai dit, hein, je jinx et je déjinx des équipes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos ribs. Je peux faire des miracles. Mais non, les Falcons, voilà, s'ils gagnent ce match-là contre une équipe des Cowboys qui sont quand même en grande souffrance, ils peuvent prendre un sacré pas pour la victoire en division. Moi, je te propose qu'on parle d'un peu tous les matchs assez rapidement. D'abord, on se fait le petit 2-minute warning et après, si on a des détails à rajouter, on se les rajoutera après. Donc c'est parti avec le Red Zone de 19h avec Cowboys Falcons. Je crois que j'ai mis les Falcons. J'ouvre Sleeper en même temps. Je crois que j'ai mis les Falcons. Moi, je pars aussi sur les Falcons. Ensuite, on a le match sur M6+, entre les Broncos et les Ravens. Ravens. Ravens aussi. Dolphins Bills. Bills. Saints Panthers. Allez, Panthers. Je vais partir sur les Saints. Raiders Bengals. Chargers Browns. Browns. Commanders Giants. Commanders.
Patriots Titan. Titan. Ouais, d'accord. Patriots. Bears Cardinals. Cardinals. Bears. Jaguars Eagles. Eagles. Lions Packers. Lions. Rams Seahawks. Rams. Colts Vikings. Colts aussi. Et Buccaneers Chiefs. Voilà. Je prends pas de risque. Je préfère avoir tort. Je préfère avoir tort et dire les Chiefs que. Enfin, voilà. Moi, je rajouterais juste une petite note sur Dolphins Bills. Si défaite il y a, qui est très probable, je serais pas surpris de voir des petits changements au niveau de quelque part. En trade? Non, coach. Je pense pas que McDaniel sera viré, mais je serais pas surpris qu'un coordinateur saute. Sachant que s'il y a un coordinateur à sauter, c'est défensif. Parce que sinon, c'est un sacré aveu quand tu es un coach offensif de virer ton coordinateur offensif. Donc, peu compliqué. Et ensuite, Raiders-Bengals, là, c'est pareil. Hein, si les Bengals y perdent, encore une fois, les Jets sont en 3-6 et on dit pourquoi pas, mais les Bengals, leur calendrier, c'est pas le même que les Jets derrière. Donc, ouais, deux petites notes que je voulais rajouter. Je sais pas si tu veux parler d'autre chose rapidement. Alors je sais que j'ai dit les Colts, j'attends un retour des Vikings après deux défaites, et j'ai mis les Colts parce que il a été annoncé que Flacco allait prendre la place de titulaire au poste de quarterback. Steichen, je pense, a décidé de garder son poste. donc il a dit bon, au revoir Richardson, t'attends encore jusqu'à la fin de saison, sauf blessure de Flacco, et puis en route avec Joe pour la fin de saison. C'est sa saison rookie, hein, à Richardson, oui. Vraiment. Donc, il n'a pas d'expérience. Bon, après, il le savait en le draftant. Donc, ouais. C'est un peu bizarre de faire le projet et de te dire... c'est toujours le problème quand ton coach, il est... t'as peur de te faire virer. Donc, forcément, tu prends des décisions pour ton avenir personnel à très court terme, plus que pour l'avenir de la franchise. Parce que tu n'y seras pas forcément si t'es pas là. Donc, voilà. Et la trade deadline qui est mardi, il me semble. Côté États-Unis. Je crois que c'est le 5 novembre. Je te dis ça. Et si c'est le cas, les derniers trades arriveront lundi, mardi. En général, il se passe jamais rien en trade deadline depuis quelques années. Là, les trades ont déjà eu lieu. J'ai l'impression les franchises qui avaient besoin de se renforcer se sont renforcées, même s'il y a encore quelques équipes qui risquent de vendre. Je pense que les Jaguars, à une défaite en plus, ils vont commencer à vendre. Titans, Patriots, Giants, Browns, je pense que ça va continuer. Et si défaite il y a des Saints, je pense qu'on peut voir pas une braderie, parce qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas trader pour des valeurs inférieures aux valeurs des joueurs. Je pense qu'il peut y avoir quand même quelques braderies, notamment sur des gros contrats type Latimore. Ouais, sûrement. C'est bien le 5 novembre. Ouais. Ok, donc ça arrive. Ça arrive dans 4 jours. Pour ceux qui écoutent l'épisode le jour de sa sortie. Et voilà. Quelque chose à rajouter ? Non, bonne semaine à tous, que vos équipes respectives gagnent. Donc il y aura forcément des déçus. Sauf, pour la petite blague, encore une fois, pour les supporters on a dit qui ? Niners et Steelers ? Steelers, exactement. Voilà. Donc vous serez pas déçus. Vous avez de la chance. Ouais. Avec peut-être le retour de McCaffrey la semaine prochaine, parce qu'on parlait d'un retour après la bye week. Donc ça sera à suivre. Ouais, c'est ça. Donc pour ceux qui attendent son retour depuis le début de saison. Voilà. En fantasy, normalement. On pense à nos amis en fantasy qui l'ont drafté avec le pick 1 et qui l'attendent depuis le début de la saison. Celui-là, c'est dur. On a un pote dans notre ligue avec Jérôme qui a drafté McCaffrey en 1 et qui est deuxième de la ligue. Parce que en fait, tout ce qu'il a drafté après, il a tout réussi quasiment. Donc, il s'en sort pas mal. Mais pour les autres, il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de mal quand tu as CMC. C'est un bon GM. Peut-être que les Panthers devraient se pencher sur lui. On va voir. Mais pas beaucoup de trades, mais tu sais, confiance. Confiance dans ces joueurs. Et c'est ce qui, visiblement, a l'air de bien fonctionner. Je vous rappelle du coup les prochains épisodes. Donc prochain épisode qui sera mercredi à peu près, très probablement mardi soir. En tout cas, on l'enregistrera mardi soir ou plus tard. Le rewind de cette semaine 9.
Est-ce qu'on fera quelque chose pour la trade deadline? Peut-être que ce sera le consulting de la semaine prochaine, du preview de la semaine prochaine, de voir un peu les différents moves qu'il y a eu. Et on fera la partie NFC peut-être la semaine d'après pour les déceptions et les surprises. Et peut-être un live du coup prochain d'ici 3 à 4 semaines à peu près avec nos top running backs. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch pour ça, pour être prêt au moment où ça sort. Et comment dire, du coup, en parlant de live, la rediffusion du top 11 wide receiver est disponible, tout comme le top 11 quarterback. N'hésitez pas à aller voir ces deux-là si vous voulez. Franchement, c'était un bon moment où on a bien rigolé et on espère que ça vous a plu aussi. Et suivez-nous partout. Vas-y, pardon. Ça avait bien participé aussi sur le chat, donc c'était chouette, c'était cool. Ouais, c'était très cool. Donc voilà, on remercie tous ceux qui ont participé également au classement top 11. J'ai une liste, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous remercier, mais vous savez, tous ceux qui écoutent et qui nous ont envoyé votre top 11, ça nous a fait très plaisir et ça nous a fait un vrai classement sympathique avec plein de joueurs mentionnés. Et c'était top, donc suivez-nous, Twitter, Insta, YouTube, Twitch et Discord. Puis voilà. Rien d'autre ? Rien d'autre, on est bon. Eh ben, très bien. On n'a plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne semaine 9, des bons matchs. On espère que votre équipe gagnera, sauf si vous êtes fan des Bills et fan des Titans. Là, auquel cas, on souhaite... toi, je sais même pas si t'as pas envie que ton équipe elle perde pour avoir un meilleur pick. Non, l'année dernière, Non. oui. Cette année, non. Non. Là, je veux voir du progrès. Donc, ça passe par des victoires. Et non. Je regarde ça d'un œil vraiment avec une vraie envie de les voir gagner. Très bien. Donc, GG, désolé. Et pour les fans des Bills, pareil. On espère que vous perdez. Le reste, on espère que vous gagnez vos matchs. Et on n'a plus qu'à vous souhaiter un bon week-end prolongé. Pour ceux qui ont l'opportunité d'en profiter, une bonne journée, un bon week-end, bonne soirée. Et vive le football.